Une réunion de famille. Caracas, 20 juillet 1952. Aujourd'hui, tandis que Pelao se rendait à l'ambassade yankee accompagné de Leguizamon, le journaliste, je suis allé à l'université, un des autres endroits où je pourrais bien trouver du travail. Le campus est très plaisant, entouré de hautes palissades. Il contraste avec la pauvreté des cabanes disséminées sur les collines alentours. Le professeur auquel on m'avait recommandé, un physiologiste, est parti en voyage au Canada. J'ai pu parler à quelques étudiants qui, en dépit d'une méfiance latente, m'ont expliqué que lui et d'autres professeurs de qualité avaient dû quitter l'université à cause de leurs idées trop progressistes. J'ai croisé pas mal de policiers dans l'établissement et l'ambiance générale était assez désagréable. Cela ne m'a pas empêché de beaucoup apprécier l'ouverture d'esprit et le caractère avenant des Vénézuéliens. À peine avait-il fait ma connaissance, il me tutoyait. Pour le moment, je n'ai senti aucune trace de cette xénophobie dont on m'avait tant parlé. L'après-midi, je suis retourné voir le docteur Convit et je lui ai demandé où il se proposait de me faire travailler. Il m'a répondu que ce serait à l'hôpital de Cabo Blanco, à une trentaine de kilomètres de Caracas. Il compte passer me prendre dès demain avec sa camionnette pour m'emmener voir ça de plus près. Le soir, nous avons retrouvé mademoiselle Calvento chez elle, en compagnie de deux Argentines qui travaillaient avec elle. Nous leur avons longuement raconté quelques-unes de nos aventures, puis Ernesto m'a expliqué qu'il n'avait eu aucune difficulté à obtenir un visa grâce à Leguizamon. C'est justement le moment que le journaliste a choisi pour faire son apparition avec son épouse. Nous avons trinqué à leur arrivée et au départ imminent de Fusser. Cependant, notre soirée d'adieu ne s'est pas déroulée dans une ambiance si cordiale et bienveillante que nous l'imaginions. L'homme de l'UPI semblait en effet résolu à nous harceler en nous chantant les louanges des États-Unis et en fustigeant l'infériorité des peuples latins. Pendant un certain temps, compte tenu de l'aide qu'il avait apportée à Pelao, nous nous sommes accommodés de ces balivernes, du moins jusqu'à ce qu'il se lamente sur la victoire des Argentins contre les Anglais en 1806, sans laquelle nous serions tous devenus des Américains. Ou des Indiens, ai-je répliqué, souffrant à 90% de malnutrition et d'analphabétisme après 500 ans de colonisation anglaise. Fusser s'est tourné vers moi et a enchaîné. Eh bien moi, je préfère être un Indien analphabète plutôt qu'un Américain millionnaire. Toutes les personnes de l'Assemblée, venues au Venezuela dans le secret espoir d'y faire fortune, ont pris cette remarque pour une attaque personnelle. Mais c'est bien sûr notre brillant journaliste qui a tenu à riposter. Il a commencé par nous raconter des histoires ridicules de pauvres gens qui, à la force du poignet, étaient devenus des millionnaires. Après lui avoir ri au nez, nous lui avons opposé le récit de ce dont nous avions été témoins pendant notre périple. Les bas salaires, la dévaluation monétaire, les prêts bancaires de l'étranger aux pays que les cartels ont décidé d'aider. Après 10 minutes, je me suis assis pour savourer mon verre de vin. Avec ses arguments, son ton sarcastique et ses analyses pertinentes, Pelao avait de quoi leur clouer le bec, à tous, et je le gênais plus que je ne l'aidais. Une fois nos esprits quelque peu calmés, nous avons pris congé et avons rejoint notre respectable pension. En chemin, j'ai dit à Fusser, s'il en avait le pouvoir, ce type ferait annuler ton visa. Caracas, 21 juillet 1952. Aujourd'hui, nous sommes allés visiter la léproserie. La route entre Caracas et La Guaira est d'une beauté à couper le souffle. On dirait que tout ce paysage était jadis entièrement couvert de plantations de café, avec différents types d'arbres pour les ombrager et autant de sortes de feuillages. Cette route, qui offre des panoramas grandioses sur le bleu incomparable de la mer des Caraïbes, sinue entre de hauts précipices. Pas exactement comme dans les Andes péruviennes, mais tout de même très dangereux en raison de l'étroitesse du passage et du nombre de virages. Le conducteur m'a raconté que cette route avait été construite par des prisonniers politiques
sous la dictature de Juan Vicente Gómez, et suivant le trajet d'un ancien chemin muletier. C'est assez ironique, et le nombre de virages apparemment inutiles tend à rendre l'histoire plausible. L'hôpital est une véritable caverne de sorcières. Il est laid, délabré, et aurait besoin d'une couche de peinture. Mais la mer n'est qu'à quelques pas. Une plage au sable d'un blanc immaculé s'étire jusqu'à la palissade. Et les rouleaux des déferlantes feraient la joie de n'importe quel vacancier. Caracas, 22 juillet 1952. La visite d'hier nous a donné un avant-goût d'un avenir riche en travaux de recherche. Le directeur général, le docteur Convit, comme le docteur Blumenfeld, qui dirige le laboratoire, paraissait prêt à m'écouter et à me prêter main forte pour tout ce qui touche à mes recherches. Cette perspective me semble donc très prometteuse. 25 juillet 1952. Fusser s'en va tôt demain matin pour accomplir son destin. Il doit encore travailler dur pour obtenir son diplôme. Après tant de mois passés ensemble, la séparation est difficile. Nous nous efforçons l'un et l'autre de ne pas montrer l'étendue de la tristesse qui nous submerge. Mais après tout, cette séparation est provisoire. Je sais que nous nous retrouverons bientôt. Tout comme il y a 10 ans, j'avais la certitude que nous ferions ce voyage. J'ai aujourd'hui la conviction qu'un jour, Fusser et moi repartirons ensemble sur la même route.